Les FARDC gagnent du terrain au Nord Kivu depuis la reprise des combats vendredi. L'armée congolaise a pris le contrôle du centre de Kibumba. Dans ce journal, vous aurez des précisions avec le porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Et puis les ministres interdits d'effectuer des voyages à l'extérieur. Il leur est demandé de préparer des dossiers pour la remise et reprise dans les cabinets ministériels. C'est l'essentiel de la note circulaire signée par le Premier ministre Matata Ponyo en date du 24 octobre. C'est l'heure de vous informer sur Télé 50. Merci de nous rejoindre dans ce journal. D'abord, les nouvelles du Nord Kivu, où les combats ont repris depuis vendredi matin. Sur place, l'armée congolaise a pris le contrôle du centre de Kibumba, un groupement occupé par la rébellion du M23. Avant le début des combats, une partie de cette localité reste cependant occupée par ce groupe rebelle qui, entre-temps, aurait reçu des renforts du Rwanda. Le bilan des combats n'est pas encore connu, mais des sources locales parlent de plusieurs blessés parmi les rebelles. L'information est confirmée ici par le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli. Nous sommes en train de combattre justement au niveau de Kibumba, parce qu'on a déjà récupéré les 3 antennes il y a déjà 1 heure, et nous descendons vers Ougari. Et donc, autour de Kibumba marché, où se passe maintenant des combats les plus intenses. Bon, jusque-là, au niveau de là où nous nous contrôlons, il n'y a pas de déplacés, parce que c'est une zone vraiment non habitée. Mais néanmoins, je voulais aussi, à l'intention de nos auditeurs et des populations congolaises, que sur le front de Kaunga et de Babenga, on vient du côté Rutshuru, on vient de FARDC viennent de récupérer la localité de Ngwenda et Kinyandoni sur la ville d'Ishacha, à plus ou moins 10 km et à partir de Kiwanja. L'actualité reste aussi dominée par le gouvernement de la République qui est démissionnaire après le discours du chef de l'État et la création prochaine d'un gouvernement de cohésion nationale. Le Premier ministre Matata Ponyo a signé en date du 24 octobre une circulaire interdisant tous les membres du gouvernement ainsi que leur cabinet d'effectuer des missions à l'extérieur du pays. Bien plus, Matata Ponyo leur a demandé de préparer des dossiers pour la remise et reprise dans les cabinets ministériels. L'homme à la cravate rouge, l'homme de rigueur, n'a attendu que 24 heures après le discours du chef de l'État devant le Congrès pour prendre des mesures. D'après ce document signé le 24 octobre par Matata Ponyo qui circule dans les réseaux sociaux et dont l'authenticité reste encore à prouver, il est interdit à tous les membres du gouvernement et leurs membres des cabinets d'effectuer des missions à l'extérieur, sauf pour des dossiers spécifiques à examiner au cas par cas. L'interdiction, c'est aussi de conclure de nouveaux engagements financiers, marchés publics et de signer des contrats. Il leur est également interdit le recrutement, la nomination, la promotion et le mouvement du personnel à tous les niveaux. L'interdiction de cession, transfert et aliénation des actifs de l'État. Enfin, la préparation des dossiers pour la remise et reprise dans les cabinets ministériels. Ces mesures qui scellent sans doute les premières retombées des décisions importantes prises par le chef de l'État ne se limitent pas qu'au gouvernement. Il est en outre demandé à la ministre du portefeuille de répercuter ces instructions dans les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales et aux ministres sectoriels pour ce qui est des établissements publics ainsi que des services publics, notamment les régies financières. Des questions se posent alors si le Premier ministre va déposer sa démission auprès du chef de l'État. Mais dans l'opinion, il se dit déjà que Matata Ponyo a beaucoup de chances d'être reconduit à la primature dans le gouvernement de cohésion nationale annoncé par Joseph Kabila et qui sera ouvert à l'opposition ainsi qu'à la société civile. Pour l'instant, les yeux sont tournés vers le palais de la nation d'où sortira le gouvernement de cohésion nationale tant attendu. Sachez aussi que le Premier ministre a présidé une réunion extraordinaire de la Troïka stratégique. Cette rencontre avait pour objectif de veiller à une meilleure cohérence entre les grandes masses de rubriques de dépenses et les recettes en vue de soutenir la croissance économique. Les différents membres de la Troïka stratégique se sont tous mis d'accord sur la nécessité de préserver la viabilité du budget 2014 et son adéquation avec l'amélioration des masses salariales conformément au programme économique du gouvernement. Encore une activité du Premier ministre, cette fois-ci c'est sur terrain avec la visite d'inspection des chantiers de la capitale qu'il a effectué vendredi, la place du 30 juin, l'avenue des Poids Lourds, le pont Matete ainsi que le viaduc de Banounou sont les différents chantiers qu'il a visités. Nos reporters étaient à sa suite. Gare centrale. Nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa.
C'est ici que le chef de l'exécutif national débute la journée d'inspection des chantiers. Dans sa suite, le ministre des ITPR, le vice-gouverneur de Kinshasa, ainsi que les différents responsables des entreprises qui s'occupent de la voirie en RDC, notamment l'OVD et la CGT. À la place de la gare, la salubrité n'est pas au rendez-vous, constate le chef du gouvernement. Immédiatement, des instructions claires et précises sont données aux responsables concernés. Après la gare, direction la route des poids lourds. Ici, le constat est plutôt encourageant, les travaux évoluent positivement. La route asphaltée connaîtra d'ici là son élargissement et les caniveaux sont déjà construits. Le Premier ministre ne s'est pas abstenu d'une marche de près de 300 mètres afin d'inspecter cet ouvrage construit par l'entreprise japonaise Kitano. Au pont Bichaku-Chaku, tout est fini. Il ne reste plus que la pose de poutres pour joindre les deux côtés. Le pont Matete n'a pas été oublié. Ici, le constat reste le même. Des mesures ont été prises afin que les eaux de pluie ne ralentissent pas les travaux. Dernière étape de la tournée de Matata, le viaduc de Banounou. Les responsables en charge des travaux projettent de relier les 8 bandes, mais aussi de remblayer cet espace d'ici le 30 novembre prochain. Tout est bien qui finit bien. Le chef du gouvernement a tenu absolument à se rassurer de la concrétisation des instructions données par le chef de l'État. Autre chose, en prélude de l'organisation prochaine du dialogue national sur les lois, les droits humains et le VIH-Sida en République démocratique du Congo, le directeur pays PNUD a échangé avec la ministre de la Justice. Les deux personnalités ont discuté et surtout fait un état des lieux sur le droit des PVV en République démocratique du Congo. Arlette Matondo, héritier mandat pour des précisions. C'est depuis 2011 que plusieurs États membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont signé un acte de déclaration d'arrangement sur le VIH-Sida afin de recourir aux lois pour lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des personnes vivant avec VIH. En République démocratique du Congo, c'est au mois de juin dernier qu'une conférence nationale du genre a été organisée à Lubumbashi. De cette rencontre, il a été décidé la tenue prochaine d'un dialogue national spécifiquement lié aux questions de la discrimination et stigmatisation des personnes affectées. Écoutez, nous sommes venus voir Madame le ministre pour échanger autour de la problématique du VIH-Sida en lien avec les lois et la protection des droits de l'homme. Et nous avons profité de cela pour évoquer les actions nécessaires à prendre pour réduire la stigmatisation et en fait la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Dans ce processus toujours, le programme des Nations Unies pour le développement vient appuyer la RDC afin d'améliorer son environnement juridique en faveur des personnes vivant avec VIH. Le PNUD s'intéresse au VIH-Sida pas seulement à RDC mais un peu partout, mais particulièrement à RDC parce que nous avons un mandat en tant que PNUD sur le VIH-Sida. Vous savez, il y a une alliance ONU-Sida et dans cette alliance, il y a plusieurs agences qui interviennent. Le PNUD a un mandat particulier sur la question de la législation pour protéger en fait les personnes vivant avec le VIH. À travers ces assises nationales sur les droits humains et le VIH qui seront organisées du 26 au 27 novembre prochain à Kinshasa, le PNUD vise à échanger sur la loi 08/011 qui protège les personnes vivant avec VIH, sur la nécessité de la révision des articles 41 et 45 et amener les participants au dialogue à s'accorder sur les activités clés du ministère de la Justice dans la lutte contre la stigmatisation des groupes vulnérables. Rendons-nous en province à Kasumbalesa. Les chefs des agences de la région sud et de la Société nationale d'assurance ont débuté les travaux de l'élaboration du budget 2014. Pendant 5 jours, les agents commis à son exécution auront à passer au peigne fin les différentes lignes avant sa présentation à la direction générale. Ça sera donc la semaine prochaine. Manassé Chiboui. Au nom de l'ensemble du personnel de notre agence et au mien propre, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette cité frontalière de Kasumbalesa. Ces mots de bienvenue du sous-directeur Raymond Kakambidoum de l'agence de la SONAS Kasumbalesa et c'est lui qui a introduit le directeur régional de la région sud-est de la SONAS à ouvrir les travaux de la session budgétaire qui se tiennent à Kasumbalesa. Et à ce mot, nous déclarons ainsi ouverts les travaux de la session budgétaire 2013-2014.
Les représentants des agences de la SONAS des deux Kivu, du Maniema, du Katanga et les deux Kasaï séjournent à Kasumbalesa pour les travaux d'évaluation des 9 premiers mois de l'an 2013 et de l'élaboration du projet de budget 2014. Généralement, pour notre entreprise, l'organisation est telle qu'après cette évaluation, nous essayons de voir ce que pourra être la suite de l'année par rapport aux attentes au 31 décembre. Et c'est sur base de cette projection au 31 décembre que nous élaborons nos prévisions budgétaires de l'année prochaine. Ces travaux vont se dérouler pendant au moins 5 jours. La session budgétaire se déroule en présence du représentant de la Direction générale de la Société nationale d'assurance qui a lu à l'attention des participants les instructions de la directrice générale Carole Aguitou sur l'élaboration des budgets des régions de la SONAS et leur bonne marche. Les participants à ces travaux travaillent d'arrache-pied pour permettre à leurs directeurs des régions de bien défendre leur budget à la Direction générale dans un bref délai. La décentralisation comme support pour la nouvelle gestion de la République dans le contexte de la démocratie naissante est appelée à marquer la rupture avec les velléités que sont le tribalisme, le clientélisme et le trafic d'influence. C'est ce qui a motivé l'organisation de la première convention du Comité national de Luanzo Luami Kuba, une association socio-culturelle qui milite pour les intérêts de ces premiers peuples exploitants du cuivre artisanal en République démocratique du Congo. Valdo Simon Yamba, Fabrice Matanda. À défaut d'être une province, les ressortissants du district urbano-rural de Kolwezi, regroupés dans Luanzo Luami Kuba, association socio-culturelle de peuples ayant en commun les dialectes Kisanga. Et cette association revendique l'érection de Kolwezi comme province congolaise au lieu que celui-ci soit annexé à la province des Lualaba. Il y a un problème qui lèse un peu, comme a dit le Mwami, un problème qui fâche un peu, c'est sur la gestion sur la question du découpage en ce qui concerne le district rural de Kolwezi, qui a été complètement omis comme nouvelle province de la République. La ville de Kolwezi est un district qui a droit à devenir une province à part entière, tel que prévu dans la Constitution, dans ses articles 2 et 4, raison principale de cette convention à l'échelle nationale organisée par l'association Luanzo Luami Kuba, qui a connu la participation des Mwami, Mwanda, Yabayeke, les rois de peuple sangais, venus dans la capitale pour le go de ses activités. Le président a fait les concertations de la République. Maintenant, nous aussi, on va harmoniser au niveau local, que chacun puisse avoir le sourire. Chez nous, on dit « Koudi atalala, pour bien manger, il faut savoir bien partager. » Pour ces ressortissants, la province du Katanga, depuis des lustres, comprend 5 districts, à savoir les Tanganyika, les Olomami, le Lualaba, le Haut-Katanga et Kolwezi. Nous attendons des solutions à cette question qui n'a pas encore été résolue profondément. Nous devons absolument être soulagés là-dessus. Et de ces faits, disent-ils, Kolwezi remplit toutes les conditions requises du point de vue superficie, démographie et économie pour s'émuer en une province. En sport, sachez que le démarrage de la 19e édition du championnat de la Ligue nationale de football est donc confirmé pour ce dimanche 27 octobre 2013 dans les différents stades du pays. Au stade des Martyrs, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa sera reçu par un autre club de la capitale, Rogelou, pour le compte de la première journée de ce championnat de la division 1. La veille de ce match, les violents ne semblent toujours pas s'accorder entre le président de la coordination suspendue du DCMP et le président de la section foot intérimaire à la coordination. Accusé de détournement, Max Mayaka s'est justifié ce samedi au cours d'un point de presse qu'il a organisé au complexe GB. Il n'y a donc aucun changement particulier, si ce n'est la suspension du président Jean-Max Mayaka. Cette déclaration du président de la section foot du Daring Club Motema Pembe est qualifiée de rébellion par le président de la coordination, Jean-Max Mayaka. Pourquoi j'appelle ça rébellion ? Jusqu'à hier, certaines choses étaient très confuses et nous nous abstenions de mettre à la voie publique certaines choses très déplorables que notre club Omnisport a subi depuis plusieurs années. Pour le président suspendu, toutes les accusations portées contre lui sont fausses et que sa suspension est illégale selon les textes qui régissent les DCMP. On a parlé d'un problème de 10 000 $ que le président de la coordination aurait déposé. Le trésorier général qui signe conjointement avec le président
sait pertinemment bien que dans le compte de DCMP, nous avons trouvé une affaire de 300 et quelques miettes de dollars quand nous sommes arrivés dans les affaires. S'agissant de sa démission annoncée il y a peu par certains